Comprendre la physiopathologie du diabète vous permettra d'expliquer les complications et de justifier votre traitement. Il ne s'agit pas de bloquer des phrases, mais d'en comprendre le principe pour être meilleur dans votre domaine. Pour cette vidéo, nous vous expliquerons de manière claire la physiopathologie du diabète de type 2. Alors c'est parti. De manière simple, on parle de diabète quand on a un taux élevé de glucose dans le sang. Le glucose qui ne sait plus être utilisé par les tissus périphériques, devenu résistant à l'insuline d'une part, et d'autre part à cause de la diminution de la production d'insuline par le pancréas. Nous avons deux termes essentiels définissant la physiopathologie du diabète de type 2, à savoir l'insulinorésistance et l'insulinopénie. Faisons un petit rappel sur l'insuline. L'insuline est une protéine composée de deux chaînes reliées l'une à l'autre par un pont disulfuré. Son précurseur, la préproinsuline, qui est synthétisée dans les cellules bêta de l'îlot de Langerhans, sera convertie plus tard en proinsuline, qui à son tour sera transportée dans l'appareil de Golgi, où elle sera clivée enzymatiquement pour donner l'insuline et le peptide C en quantité équivalente. Ces deux composés seront ensuite largués dans des granules de sécrétion vers la circulation sanguine. L'insuline est considérée comme la seule hormone hypoglycémiante et elle agit sur le foie en stimulant la synthèse du glycogène. Le glycogène est la forme de stockage du glucose sur les muscles en stimulant la synthèse de glycogène musculaire et en inhibant la glycogénolyse. La glycogénolyse qui est la transformation biochimique du glycogène en glucose et inhibe aussi la néoglycogénèse qui est la formation de glucose à partir des précurseurs non glucidiques. Et au niveau des tissus adipeux, l'insuline favorise le stockage des triglycérides dans les tissus adipeux et inhibe la lipolyse. La lipolyse qui est la destruction des lipides conduisant à la libération des acides gras. Alors pour arriver à un diabète de type 2, on doit avoir d'une part une insulinopénie et d'une autre part une insulinorésistance. Car en présence d'une résistance des tissus périphériques à l'insuline, l'organisme s'organise pour produire beaucoup plus d'insuline afin de compenser cette insulinorésistance. Mais quand l'organisme ne sait plus compenser, on tombe dans une situation d'hyperglycémie modérée à jeûne qui par la suite conduira au diabète. L'insulinopénie est le socle de tous les types de diabète. Alors une question se pose, c'est de savoir d'où provient cette insulinopénie. Nous parlerons premièrement des anomalies de la pulsatilité de l'insulinosécrétion. L'insuline est produite toutes les 10 à 15 minutes de manière pulsatile. Chez certaines personnes, on observe une production continue d'insuline, ce qui par la suite produit un rétrocontrôle négatif pour dire qu'il y a déjà un taux élevé d'insuline et qu'on doit arrêter la production, ce qui entraîne une diminution de la sécrétion d'insuline. Nous savons aussi que l'entrée du calcium dans la cellule favorise l'exocytose des granules d'insuline. Alors, quand il y a production continue d'insuline, cela entraîne une exposition continue et élevée des cellules de l'îlot au calcium et cela conduit à des signaux d'apoptose dans la cellule bêta. Et donc une diminution des cellules bêta, ce qui entraîne une diminution de la sécrétion de l'insuline. Ensuite, nous avons des anomalies de la cinétique de l'insulinosécrétion. Nous devons savoir que chez des individus en bonne santé, le fait d'ingérer des aliments entraîne la sécrétion d'insuline en deux temps. Premièrement, dans les 5 à 10 minutes, elle arrête la production de glucose endogène par le foie et sensibilise les cellules à accueillir et à absorber le glucose exogène. Le deuxième temps correspond à la libération par les cellules bêta d'insuline en fonction du besoin et de l'absorption du glucose provenant de la circulation sanguine par les cellules. Donc, sur un schéma, on peut représenter cela par un pic d'insuline suivi d'un taux faible d'insuline après avoir neutralisé la majeure partie de glucose. Chez les sujets diabétiques, nous avons la disparition de la phase précoce avec comme conséquence une augmentation de glucose prandial, exogène et endogène, une augmentation de l'insulinosécrétion tardive qu'on appelle phase de compensation,
Cet hyperinsulinisme compensatoire a des conséquences dangereuses, à savoir une augmentation de la résistance à l'insuline et une dégradation des cellules bêta qui aura comme conséquence une diminution de l'insulinosécrétion. Parlons maintenant des anomalies quantitatives et qualitatives. Imaginez-vous que vous êtes vendeur de pain et que la demande venait à se multiplier par 100 et que vous êtes à la fois le producteur et le livreur. À un certain moment, vous serez obligé de sortir la pâte très tôt pour pouvoir servir le monde entier. Et plus la demande s'accroît, et plus vous aurez des pains non cuits. C'est ce qui se passe dans le diabète de type 2. On a une hypersécrétion anormale de proinsuline et de peptides C immatures à environ 40%. Or, chez des individus en bonne santé, cette proportion est de 5%, ce qui fait que le taux de proinsuline est plus élevé et entraîne une diminution de l'insuline. Parlons maintenant de l'évolution des altérations de l'insulinosécrétion. Alors, comment évolue la sécrétion de l'insuline au fil du temps? Contrairement à l'insulinosensibilité qui est déjà réduite initialement, l'insulinosécrétion demande du temps pour être réduite. Sur une courbe de temps, on diagnostique la maladie à environ 6 ans après son début, car l'insulinosécrétion compense l'insulinorésistance jusqu'au moment du Big Bang. Et à partir du diagnostic, on peut compter 10 à 15 ans plus tard pour arriver à un stade d'insulinodépendance appelé autrement insulinoréquérance où l'individu ne produit quasiment plus d'insuline et a besoin des apports exogènes pour équilibrer sa glycémie. Et donc, la mort progressive des cellules bêta dure en moyenne 20 à 25 ans et cela est dû à la glycation avancée des protéines promoteurs des gènes de l'insuline, au dépôt de substances amyloïdes dans les îlots de Langerhans et beaucoup plus à la toxicité des radicaux libres car en cas d'hyperglycémie, on a une production mitochondriale d'ions superoxyde qui à leur tour active l'UCP2 qui va diminuer le rapport intracytosolique ATP-ADP. Un autre élément qui justifie la diminution de la sécrétion d'insuline est la diminution de la masse des cellules bêta. L'augmentation de l'apoptose des cellules bêta entraîne une diminution de la masse des cellules bêta qui sera non compensée par la néogenèse, qui est la néoformation des cellules insulaires à partir des cellules ductales. Mais certains auteurs aiment à penser que la néogenèse est normale, mais que c'est le processus d'apoptose qui est juste accéléré. Et donc cette diminution des cellules bêta entraîne une diminution de la sécrétion d'insuline. Existe-t-il un gène qui prédispose à faire une insulinopénie? À ce jour, le plus incriminé est le TCFL2. Les composantes environnementales in utero. Les cellules de l'îlot de Langerhans peuvent se développer insuffisamment si on est exposé à des taux faibles de nutriments et des acides aminés au cours de la vie fœtale et des premières années de vie. Après s'être longuement étalé sur l'insulinosécrétion, passons maintenant aux anomalies de l'insulinosensibilité, autrement appelée insulinorésistance. On parle d'insulinorésistance quand on a diminution de l'action de l'insuline sur ces tissus cibles, comme nous l'avons cité, le foie, les muscles, les tissus adipeux, induisant au niveau du foie une augmentation de la production hépatique de glucose, une diminution du stockage de glucose dans le foie et au niveau musculaire, l'activation accrue de la glycogénolyse et de la néoglycogénèse. Au niveau des tissus adipeux, l'activation accrue de la lipolyse et la diminution du stockage des triglycérides. Et donc, si cette insulinorésistance n'est pas associée à une insulinosécrétion, on n'aura pas de développement du diabète comme c'est le cas chez les obèses. D'où provient alors cette insulinorésistance? La relation entre insulinorésistance et environnement. La sédentarité et l'obésité sont des déterminants importants. Parlons maintenant du rôle des acides gras libres dans l'insulinorésistance. D'une part, nous avons le tissu adipeux intra-abdominal et d'autre part, le tissu adipeux en sous-cutané. Le tissu adipeux en sous-cutané est très stable et relâche difficilement son contenu en lipides dans la circulation par la lipolyse, contrairement au tissu adipeux intra-abdominal
qui relargue de manière non régulée son contenu lipidique sous forme d'acides gras libres dans la circulation au cours de la lipolyse. Ces acides gras vont être stockés dans le foie en passant par la veine porte et entraînant une stéatose hépatique non alcoolique métabolique. Ensuite, la quantité d'acides gras qui ne saura plus être stockée dans le foie va rejoindre la circulation sanguine sous forme de triglycérides et les muscles squelettiques vont capter une partie de ces acides gras libres qui vont se disposer entre les fibres musculaires sous forme de gouttelettes lipidiques appelées lipides intramyocytaires. Au niveau du pancréas, ces acides gras libres vont entraîner une stéatose pancréatique qui va altérer les cellules bêta, ce qui va entraîner un trouble de l'insulinosécrétion. Au niveau des tissus, les acides gras libres vont favoriser premièrement la synthèse de diacylglycérol qui inhibe la transmission du signal insulinique intracellulaire, ce qui conduit à une insulinorésistance et secondairement l'inhibition de la phosphatidylinositol 3-phosphate qui a pour rôle d'assurer la pénétration du glucose dans la cellule par transformation du GLUT4. Le gène incriminé dans l'insulinorésistance est principalement la calpaïne 10. Voici ce que nous avons à vous dire sur la physiopathologie du diabète de type 2.